Les scientifiques sont encouragés par la découverte d'étranges formes de vie solide, découvertes dans les endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Des vers tubes, par exemple, survivent et prospèrent dans l'obscurité totale. La pression extrême ne leur pose pas de problème. Ces créatures ont été découvertes en 1977 à plusieurs kilomètres sous la surface, sur la faille des Galapagos. Ils vivent dans l'eau près de cheminées thermales brûlantes. On pense trouver ces mêmes conditions extrêmes de quasi-obscurité, de pression très élevée et de cheminées hydrothermiques sur Europa. On pourrait trouver ces courants hydrothermiques et ces nutriments à proximité du centre d'Europa. Et certains organismes pourraient se nourrir de ce matériau, comme c'était peut-être le cas au début de notre Terre. Et si ce ne sont pas des vers tubes qui se cachent sous la calotte glaciaire d'Europa, quelque chose d'autre y vit peut-être. La majeure partie de la vie sur Terre est microbienne. Nous espérons qu'il en soit de même sur Europa. Tout simplement parce que l'eau est l'élément clé. Des scientifiques comme Bill Stone brûlent de faire une telle découverte. Son appareil DEFIX pourrait répondre à cette question qui obsède les chercheurs. Peut-on programmer le robot pour qu'il détecte des signes de vie et qu'il en prélève un échantillon? Le bébé de Bill Stone en est à ses balbutiements, mais il est déjà plein d'avenir et très perfectionné. C'est un jouet high-tech unique qui pourrait nous montrer ce qui se passe dans un autre monde. Notre premier contact avec une vie extraterrestre pourrait avoir lieu sur Europa, la lune de Jupiter. Le robot DEFIX, ou plus exactement l'hydrobot, est conçu pour penser, se déplacer et explorer sans intervention humaine. Le robot devra tout faire tout seul. Nous n'allons pas le guider. Ce sera un grand pas en avant dans ce que j'appellerais la science de l'autonomie robotique. C'est un véritable HAL, la vedette d'un nouvel odyssée de l'espace. On appuiera sur un bouton et on le laissera plonger sous la surface. On ne le reverra que lorsqu'il reviendra nous dire ce qu'il y a là-dessous. DEFIX sera en mesure d'extraire et d'analyser des échantillons pendant son périple sous l'océan d'Europa. Ce petit tube que vous voyez ici va prélever des échantillons d'eau et les stocker dans ces sacs d'1 litre. Il y en a 5 à bord. Mais avant qu'il ne fasse cela, il se déplacera grâce à une série de micro-pompes ici sur la gauche. Il emportera aussi un microscope de bord. Ce microscope prendra des images de ce qui, dans l'eau, mesure plus de 5 microns. On pourra donc observer les caractéristiques de vie microbienne, mesurant de 5 à 200 microns sur l'écran. Le robot utilisera ce résultat pour déterminer s'il y a de la vie et s'il doit prélever un échantillon. DEFIX et ses systèmes doivent encore être miniaturisés pour aller dans l'espace. Et il faut encore le tester dans des courants glacés. Nous allons le tester dans l'Antarctique pour nous assurer qu'il fonctionne parfaitement sous la glace. La question de la vie sur Europa est une grande inconnue. Cela pourrait changer l'ensemble de notre perception de l'univers. S'il y a de la vie sur cette petite lune qui se trouve dans l'environnement hostile de Jupiter, cela signifie qu'il peut y avoir de la vie presque partout. La science y trouvera de nouveaux horizons. Je pense que la recherche de la vie est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que scientifiques, mais aussi en tant qu'humains. C'est un pas de géant, et pas seulement pour l'humanité. Mais pas pour les robots. De tous les phénomènes de Jupiter, aucun n'est plus impressionnant que celui qu'on ne peut voir. Il est plus grand que la fameuse tache rouge,
plus puissant que les courants qui traversent Jupiter et plus mortel que tout ce qu'on connaît. On y trouve les radiations les plus puissantes du système solaire, exception faite de celles du Soleil. Le champ magnétique de Jupiter est, je crois, le plus important du système solaire. C'est un bouillonnement de 725 millions de kilomètres de long. Un bourdonnement de particules chargées électriquement. C'est la magnétosphère de Jupiter. Le Soleil émet des vents solaires, et ces vents sont chargés de protons et d'électrons. Ces particules se déplacent à 1,6 million de kilomètres/heure. Jupiter capture l'essentiel de ces protons et de ces électrons qui se retrouvent piégés dans l'espace circulaire autour de la planète. Aucun mot ne permet de traduire l'ampleur de ce phénomène. La magnétosphère de Jupiter est le plus grand objet du système solaire, plus que le Soleil. Les comparaisons sont le meilleur moyen d'appréhender ce mystère. Si elle était visible dans le ciel nocturne, elle serait beaucoup plus grande que la Lune. C'est énorme. Bien qu'elle soit 5 fois plus loin de la Terre que le Soleil ne l'est, elle serait immense dans le ciel nocturne. Si elle était visible, elle aurait une forme familière, celle d'un manche à air. Elle aurait d'un côté de la planète une forme arrondie et de l'autre une queue flottante. Ce manche à air atteint l'extérieur de l'orbite de Saturne. La centrale électrique qu'est Jupiter génère un courant électrique de 10 millions d'ampères. Cette planète peut conduire l'électricité à l'intérieur d'elle et autour d'elle. Cette conductivité crée un phénomène qu'on peut observer quand des particules chargées s'échappent de Jupiter. Jupiter connaît des aurores, parce que quand ces particules s'échappent et vont s'écraser sur la haute atmosphère, elles brillent comme une aurore terrestre. Ces aurores fantomatiques sont 1000 fois plus fortes que les aurores du pôle Nord ou du pôle Sud. Elles mesurent près de 2000 km de large. Si on pouvait aller sous l'une d'elles, elles rempliraient tout le ciel, se déplaceraient à la vitesse de l'éclair, 16 000 km/h. Le champ magnétique de Jupiter est un monstre et il rugit. En fait, il nous parle en ce moment même. Jupiter, le géant du système solaire, a quelque chose à dire si on l'écoute. On peut entendre ce qu'on appelle un rugissement de lion, car il rugit. Il émet des sifflements, un souffle. Les sifflements font... Et tous ces sons sont des indications de mouvements dynamiques de ce qui se passe dans la magnétosphère. Si vous vous retrouvez sur une autoroute déserte la nuit, votre radio peut capter les sons étranges émis par la magnétosphère de Jupiter. Les explosions durent de quelques secondes à quelques minutes. Elles se produisent toutes les heures ou deux. La plupart de ces sons sont statiques, mais de temps en temps, on capte des sons dont la tonalité monte ou descend. Pour certains, ces spasmes audio évoquent le son des pivers ou celui des vagues qui s'écrasent sur la plage. C'est un son inquiétant.
Mais on a compris pourquoi Jupiter parlait seulement lorsque Voyager 2 en a traversé la magnétosphère extérieure en 1979. Pendant longtemps, personne n'a compris comment ces signaux étaient générés. C'est une question que je me posais quand je me suis intéressée à Jupiter. Que peuvent bien être ces émissions radio? C'est l'un des rares mystères de Jupiter qui ait été dévoilé. On a répondu à certaines questions, mais cela en a soulevé de nouvelles, et c'est normal. Si on ne se pose pas de questions, cela devient terne et ennuyeux. Alors je pense que le fait que les planètes ou l'univers ne livrent pas leurs secrets facilement fait partie du jeu. C'est ce qui fait son intérêt. Jupiter reste étonnamment mystérieux pour les scientifiques. En 1979, on a été très surpris de découvrir que Jupiter avait un anneau. Il n'a rien à voir avec celui de Saturne, mais c'est quand même une caractéristique fascinante. Toutes les planètes géantes ont des anneaux. Ce sont probablement des reliquats de la formation de ces planètes et de leurs lunes, qui se sont coagulés dans le gaz qui se trouvait là. Ce sont peut-être des lunes mort-nées. L'anneau de Jupiter est constitué soit de matériaux arrachés à une lune intérieure, soit de poussière qui provient de lunes extérieures. L'anneau grandit lentement, au fur et à mesure qu'il absorbe de nouvelles particules. Un autre aspect de la planète demeure une énigme. Pourquoi est-ce que ces tempêtes continuent de se former? Il y a aussi un endroit obscur que l'on a entreaperçu en 1997. Cela ressemblait à un énorme nuage de mauvais augure, 2 fois plus grand que la Terre, en vol stationnaire au-dessus du pôle nord de Jupiter. Beaucoup d'endroits restent mystérieux. Il y a aussi d'autres petits cousins de la tache rouge qui sont apparus, puis qui ont disparu. 3 d'entre eux étaient de forme ovale. Ils faisaient entre la moitié et 1/3 de la taille de la tache rouge, et se trouvaient sur la même latitude dans l'hémisphère sud. Ils existaient depuis les années 1930, où des astronomes amateurs ont observé leur formation. Et ils ont existé jusqu'à la fin des années 90. 2 de ces nuages ont d'abord fusionné, puis ils ont absorbé le 3e. Et ils continuent de se transformer. Il a viré au rouge il y a quelques mois. Maintenant, on l'appelle le petit point rouge parce qu'il s'est coloré. Son changement de couleur est une énigme. Il s'agit peut-être d'un phénomène chimique ou de l'intervention soudaine d'une nouvelle force. Il faut qu'on étudie cela. Jupiter est une planète hostile et agitée. Son énorme corps gazeux secoué de violentes tempêtes est l'un des environnements les plus particuliers du système solaire. Bien qu'il soit à 800 millions de kilomètres, nous avons peut-être plus de choses en commun avec cette planète cousine que nous le pensons. Je pense que la leçon à tirer de Jupiter, c'est que quels que soient les climats et les conditions météorologiques qui règnent sur la Terre, sur Jupiter, tout est plus grand. Nous ne sommes pas sur une île, et on trouve ailleurs d'autres exemples de ce qui se passe sur la Terre. Jupiter, qui représente la principale énigme de notre système solaire, pourrait aussi fournir des réponses aux scientifiques sur certains phénomènes.